Bonjour la YouTube World. Ce passage de ventilo. Tu noteras juste avant que j'introduis cette vidéo que j'ai sauvé les meubles, capillairement parlant, parce que voilà, on était pas très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique lecture. Il y en a beaucoup. Il y en a certains que je vais passer très vite puisque ou vous les avez vus par le biais des lectures communes ou je ne peux pas en parler puisque c'est une lecture commune à venir. Mais je vais essayer d'être efficace, rapide, concise. Concise, efficace, pourquoi pas rapide. C'est chaud, je sais, je le répète à chaque fois. Les avis, les retours sur lecture, les chroniques lecture, il y en a pour qui. Mais voyez-vous, le fait est, c'est qu'il en faut pour tout le monde. C'est important. J'ouvre le bal avec 3 livres dont je ne donnerai pas l'avis ici, puisque ou vous l'avez déjà eu par le biais des lectures communes, et il y en a un sur lequel je ne peux absolument rien dire. Je vais commencer par celui-ci qui est This Savage Song de Victoria Elizabeth Schwab, je crois. C'est un livre qui est issu d'une lecture commune que vous pourrez retrouver nos avis à Elodie, Gwen et moi sur la chaîne de Gwen, donc direction barre d'infos. Seconde lecture, laquelle je ne donnerai pas mon avis ici puisque vous retrouverez notre avis respectif sur la chaîne d'Elodie. C'était pas une lecture commune à proprement parler, mais étant donné qu'on avait fait le premier opus, on s'est dit allez, on y va pour le tome 2. Le seul truc que j'ai envie d'ajouter concernant l'Empire des femmes, le tome 2 Ténéros de Cassandre Lambert, c'est, je le répète encore une fois, vraiment allez-y. Et pour la troisième et dernière lecture sans avis, et pour cause, on n'en a même pas débattu toutes les trois, il s'agit de la lecture commune qu'Elodie avait proposée, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Sonatine. Et nous on va tourner la vidéo incessamment sous peu et vous pourrez retrouver nos avis au mois de septembre sur la chaîne d'Elodie, donc là pas de lien puisque n'existe pas encore. Pour ce premier livre qui contient un avis, c'est quand même un petit peu le but de la lecture commune, on part sur une déconvenue. On va parler de ce roman, donc de l'auteur Ulf Gvensler, pardon pour la prononciation, qui s'appelle Sarek et qui est paru aux éditions de La Martinière. Alors déconvenu, entendons-nous bien, tout à fait personnel avec mes goûts de lectrice, puisque nous sommes sur un roman qui commence, qui dès le début c'est assez radical, et moi j'apprécie pas particulièrement ce début comme ça où on sait d'office que ça va mal tourner, puisque nous faisons la connaissance très rapide d'Anna qui a fait une chute et qui est retrouvée à peine consciente avec des marques de strangulation. Donc très vite on se dit, elle a fait une chute ok, mais elle est peut-être pas tombée toute seule. Anna est téléportée dans l'hôpital le plus proche, et très vite une fois de plus on est basculé entre interrogatoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Anna, et d'un autre côté, on est vraiment dans le récit au cœur du Sarek. Le Sarek, c'est je crois que c'est le plus grand parc national de Suède. Je dois quand même volontiers donner crédit aux descriptions, les paysages qui sont superbement travaillés et on peut visualiser. Alors c'est après que pour moi les choses se corsent un petit peu. Je plante le décor, on a 3 protagonistes dans un premier temps, donc Anna, Henrik et Milena. Et puis vient se greffer un 4e que personne ne connaît, qui est l'amoureux tout frais de Milena. Et en fait, ces 3 personnes de base, Anna, Henrik et Milena, tous les ans, ils ont ce petit rituel de s'organiser une sortie comme ça à la montagne. Et là, la question se pose un peu, puisque Milena a un chéri, et que Anna a un mauvais pressentiment. Alors, on comprend pas pourquoi elle a le mauvais pressentiment, mais tu sais, ce genre de pressentiment qu'on a tous un petit peu à un moment en se disant « Merde, il y a un truc qu'il fait pas, si je le fais, je vais le regretter ». Je te le donne en mille. Ils acceptent donc que l'amoureux de Milena, Jacob, se joigne à eux pour cette fameuse escapade annuelle. Surtout que, à titre personnel, je sais pas vous, mais moi, j'ai des habitudes tous les ans avec une bande de copains, copines que je connais depuis longtemps. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive avec ce pressentiment, ce truc, parce que Anna, elle se dit merde, je l'ai déjà vu quelque part, le mec. Puis, suivi une très mauvaise émotion, moi il reste où il est, ou alors c'est moi qui ne viens pas, au pire des cas si je suis la seule avec ma tête de nez en fréquence, mais pourquoi bousculer un peu les habitudes quand on a déjà ce truc de se dire
il y a quelque chose qui cloche. Voilà comment ce qui aurait pu être sympa, escapade annuelle, alors je ne veux pas dire promenade bucolique parce que quand même ça règle, faut y aller, peut vriller en périple infernal quand on ne se fie pas à son instinct. Concernant ma lecture elle-même, il y a deux ressentis qui se dégagent. Déjà, au niveau, je te le disais, au niveau du schéma descriptif, c'est simplement vertigineux. Et puis c'est aussi des descriptions qui te font bien comprendre que face à la nature, tu es tout petit. On n'improvise pas dans la nature, c'est elle qui décide. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'ai aimé, et uniquement, j'ai presque envie de dire cet aspect-là que j'ai aimé, c'est que l'homme est tout petit face à l'immensité de la nature et finalement il maîtrise rien. Il a beau croire qu'il maîtrise la situation, il ne maîtrise absolument rien. En revanche, le gros bémol pour moi de ce roman, c'est que j'avais besoin d'un peu plus de développement par rapport au profil des personnages. Ça manque un peu de profondeur psychologique face au périple que ces personnages vont mener. Ça manquait tellement au point que durant ma lecture, je me suis posé la question du pourquoi certains personnages. Et très logiquement, le pourquoi de certaines situations, le pourquoi de certaines réactions. Donc c'est vrai que comme l'auteur développe énormément, c'est très, je pense, sans prétention aucune, mais je pense que l'auteur a misé beaucoup sur le côté immersif du roman, le massif montagneux, c'est vraiment génial à lire. Tu en prends plein tes yeux, mais au dépend peut-être d'un certain développement un peu plus en profondeur de ces personnages. Et je pense que le clou du spectacle pour moi, c'est ce dénouement. Pourquoi? Ça m'a coupé la chic, hein. J'ai pas d'autres mots, je peux pas en dire plus bien évidemment, mais je n'ai absolument pas compris pourquoi ce choix. Et en même temps, je ne suis pas autrice, donc je vais pas me prendre des prétentions que j'ai pas, mais j'avoue qu'en tant que lectrice, en tout cas, et lectrice qui donne son avis, je suis quelque peu surprise. En conclusion, est-ce que je vous recommande ce roman Sarek de Ulf Gzensler? Alors si vous voulez en prendre plein les yeux en termes de description, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez besoin de personnages très creusés, où on comprend les méandres, on comprend le pourquoi, où on comprend vraiment de façon franche, je suis un peu moins sûre. C'était pas déplaisant à lire, mais j'ai pas non plus pris un kiff absolu pour la lecture suivante qui est un service presse tout comme l'était Sarek le précédent. Je mettrai la mention contient une communication commerciale vu que ce sont des livres qu'on reçoit quand même gratuitement en échange d'un avis. Il n'y a pas de raison que la mention n'y soit pas. Il s'agit du livre Immortel ADN écrit par Magali Milo, autrice que je découvre aux éditions Librinova. J'ai pris un plaisir sans nom à lire ce roman. Lisa Comrade est une jeune généticienne qui travaille au sein d'un laboratoire qui s'appelle TechGénique. Un laboratoire à la renommée mondiale en ce qui concerne le domaine de la thérapie génique. Le projet est formidable puisque le projet de ces généticiens qui travaillent dans ce labo s'appelle le projet Cancevax et le but c'est de casser la gueule, si je puis dire, au cancer, quel qu'il soit. Et autant dire que c'est une avancée formidable parce que ce projet Cancevax se base sur l'apoptose des cellules. L'apoptose des cellules, les cellules cancéreuses qui s'autodétruisent. Alors là, oui, quelle avancée formidable, évidemment. Et ce matin-là, Lisa Comrade, accompagnée de son collègue Charles Dens, lui aussi généticien, doivent aller présenter à la presse et donc au monde finalement l'avancée du projet et le fruit de leur recherche qui peut effectivement tout changer, c'est-à-dire qu'on parle de vaincre le cancer. C'est le chaos d'un coup, les laboratoires, les locaux sont victimes d'un attentat. Alors dans un premier temps, forcément, pourquoi cette aile du labo, justement celle-là? On va dire que dans un premier temps, les raisons semblent évidentes. Mais des événements curieux se produisent dans la mesure où Lisa va recevoir un courrier du professeur Henri Besson qui lui donne des instructions. Le problème étant le suivant, c'est que ce professeur Henri Besson est censé être mort depuis plusieurs mois. Une mort, la guillemettite, accidentelle au Japon. Et que Lisa, elle se dit, n'y aurait-il pas un lien entre cet attentat et la mort du professeur Henri Besson? Le lien est fait, le jeu de piste commence. Lisa et son collègue Charles partent dans des investigations, parfois même aux dépens de leur sécurité.
et font des découvertes qui, au demeurant, vont bien au-delà de ce pourquoi ils sont venus là à la base. C'est un thriller médical, j'insiste, extrêmement bien documenté, autant dans les termes, dans les définitions, les recherches autour de tout ce qui est médical, ce qui a un véritable impact en termes de confort de lecture, puisque ça te permet, toi, si t'as pas fait de médical, il y a des termes qui te passent au-dessus, tout est tellement, on va dire, défini que ça te permet à toi de pas te perdre dans les méandres du vocabulaire médical, entre autres. On ne te laisse pas à aucun moment le temps de t'ennuyer. C'est une très belle découverte me concernant, et ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est que certes on a les protagonistes principaux, mais les personnages secondaires, et je pense à Matthew, je sais plus, le mari de Lisa, qui pour un personnage secondaire est très bien travaillé. On bâcle pas les personnages secondaires. Si tu veux, c'est un récit que je trouve crédible, et ça j'y porte une petite importance, pas des moindres, surtout quand je lis un thriller ou un polar. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de crédibilité. Je suis dans de la fantaisie, bon, la crédibilité tu repasseras, mais là je suis sur un thriller médical, donc j'attends un minimum. Et tous les événements dans ce roman ne sont pas improbables. Donc à partir de là, pour moi c'est un roman qui réunit absolument tous les ingrédients que j'aime quand je lis un roman du genre. Donc est-ce que je vous conseille Immortel ADN de Magali Milo? Ben, à 100%. Pour la lecture suivante, je t'avoue que je partais pourtant dans le plus grand des calmes, et ça s'est un petit peu corsé. Nous allons parler de ce livre qui est Au secours, mon ego a pris le pouvoir, de l'autrice, en tout cas coach de vie, Carole Boudon-Leniadji, je pense, j'espère que ça se dit comme ça, qui est paru aux éditions Librinova. Alors, je n'ai pas tellement apprécié cette lecture, mais j'ai l'avantage de savoir pourquoi. C'est un livre qui a une très forte connotation spirituelle, avec beaucoup de références à Dieu, que je respecte complètement, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi je suis pas trop concernée par l'histoire. Pour te faire un petit topo, et là pardon, mais je vais me permettre de lire un petit peu pour ne pas te dire de bêtises non plus sur qui est en tout cas dans sa profession l'autrice de ce livre. Carole Boudon-Leniadji est coach en qualité de vie et connaissance de soi, formatrice comportementale, conférencière et comédienne. Je trouvais important de le mentionner, et autrement dit de le lire pour ne pas dire tout et n'importe quoi. Déjà, et ça je l'applique vraiment à titre tout à fait personnel, c'est quelque chose qui peut poser un frein dans une lecture, coach de vie, coach de ci, coach de ça. Moi ça me bloque. Écoutez, chacun voit midi à sa porte, mais c'est des éléments qui ont tendance à me bloquer, et j'ignore vraiment pourquoi. Elle aborde l'ego sous toutes ses facettes d'une façon, je ne m'attendais pas à ce qu'elle en débatte de cette façon-là, fonction de l'ego, bon, qui est plutôt, à certains moments, qui est plutôt très intéressante, mais qui selon moi ne reste que son point de vue. Et il y a aussi la fonction de l'âme qu'elle dissocie sans vraiment les séparer. Je me suis un peu perdue, hein. J'étais un peu, je te cache pas, que j'ai sorti les rames et que j'étais là. Ok, alors essaye de prendre des éléments et d'imbriquer tout ça. Néanmoins, je pense que c'est une lecture pour des personnes spirituellement plus ouvertes que moi, et il n'y a pas de mal, c'est pas compliqué d'être spirituellement plus ouverte que moi, qui pourra s'avérer être intéressante dans la mesure où, notamment, elle te donne des outils pour t'aider à te reprogrammer et à adoucir un peu toutes ces histoires d'ego. Oui, bon, moi c'est vrai qu'une fois encore, les outils peuvent s'avérer intéressant pour les personnes qui sont ouvertes par rapport à ça. Moi, une fois de plus, ça me crispe le dindon. Il y a des choses avec lesquelles je suis complètement raccord. Ce problème d'ego crée des croyances limitantes et qui, tôt ou tard, de toute façon, devront être compensées par autre chose. Ça, il y a des choses vraiment très pertinentes, hein. C'est pas un livre... je ne me suis pas fermée complètement, j'ai terminé ce livre, mais c'est vrai que le gros bémol, et là, c'est vraiment très personnel, c'est ces références à Dieu, c'est... à certains moments, et ce que je vais dire vraiment n'engage que moi, mais à certains moments, j'ai eu le sentiment qu'on a tenté de me convaincre, et j'ai pas besoin
je n'ai pas besoin qu'on me démarche, hein, c'est-à-dire que c'est acté. Alors qu'en tout état de cause, on ne m'a absolument pas démarché, mais peut-être que comme moi j'ai cette perception-là, ça crée justement ces croyances-là, d'avoir l'impression de... elle explique notamment une anecdote que je ne vais pas t'expliquer là, sinon bah, autant te lire le livre. Mais là, j'ai eu le sentiment de vous pouvez me croire ou pas, machin, nanana, mais ceci, ça. J'ai eu l'impression, pour ma part, qu'il y a eu un argumentaire de fait pour essayer de convaincre d'eux. Mais ça n'engage que moi et la comprenette. Il y a eu d'autres bémols dans cette lecture, notamment l'approche des scientifiques et leur vérité absolue. Ça m'a un petit peu dérangé ce passage où c'était un petit peu rugueux, hein. On était un peu dans un esprit, ouais, vous les scientifiques, vous qui savez tout, écoute, vérité absolue, scientifique, spirituelle, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et puis il fait bien ce qu'il veut avec, hein. Il n'y a pas besoin de convaincre que ça c'est mieux qu'autre chose, hein. Une fois de plus, et ça vaut pour plein de domaines et plein de sujets dans la vie de tous les jours, mais ce que j'en pense c'est que on n'a pas besoin de dévaloriser quelque chose, une croyance, des sciences ou quoi qu'est-ce, on n'a pas besoin de dévaloriser quelque chose pour valoriser son point de vue. Si on est à l'aise avec ses pensées, si on est à l'aise avec ses croyances ou non, au demeurant, on n'a pas besoin de déglinguer quelqu'un d'autre, ou en tout cas d'être rêche comme ça, d'être un peu râpeux, hein, d'être un peu acide, pour pouvoir valoriser son point de vue. De toute façon, on va être très clair et on va clore là-dessus. C'est un livre de développement personnel. Donc vous savez que le développement, ma vision du développement personnel dans les livres, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai l'impression qu'on sort sur quelque chose qui fonctionne et donc quelque chose qui fonctionne ramène de l'argent. Il en faut, c'est le nerf de la guerre. Mais je suis toujours très vigilante avec ce type de lecture. Donc, bien que je sois persuadée que c'est une lecture qui fera du bien à peut-être certains et certaines d'entre vous, moi je suis passée à côté. Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis dit, bah non, ça dépend, ça dépasse un petit peu. Donc est-ce que je vous conseille Au secours, mon ego a pris le pouvoir de Carole Boudon Leniadji. Moi, non. Maintenant, si vous pensez que vous êtes ouvert spirituellement et vous pensez que ça peut vous faire du bien, bah écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit, hein. Pour le livre suivant, si vous êtes là depuis longtemps et que vous avez déjà visionné d'anciennes chroniques lecture, est-ce que je vais avoir besoin de donner un avis sur un livre de cet auteur? Franck Tillier, La Faille, paru chez Fleuve Édition. Ah bah, à partir du moment, si tu veux, où j'avais ouvert le livre, c'était foutu, hein. C'est comme le sucre qui appelle le sucre, t'es piégé, t'es dedans, c'est foutu. Voilà, c'est tout, au revoir. Retrouver Charcot et son équipe, c'est comme Charcot, c'est comme retrouver un vieux pote. Un pote que t'as pas vu depuis longtemps et que t'es content de voir à nouveau, hein, c'est une petite goulayante, Chindian, la bonne tienne, et tout, allez, vas-y, roule. Alors, que se passe-t-il dans La Faille? La Faille, c'est une tentative d'interpellation qui vire au cauchemar. On essaie d'interpeller quelqu'un, mais malheureusement, bim bam boum, eh ben, il pourra plus jamais être jugé ni donner son avis, celui-là. Et une collègue de l'équipe de Charcot qui est entre la vie et la mort, qui plus est, qui est enceinte. La mort, c'est tout le débat de ce roman, La Faille. Et quand je te parle de la mort, le débat ultime, c'est peu de le dire, là on parle de la mort dans... On y va, on plonge. Que connaissez-vous, par exemple, des spasmes cadavériques, hein? Ambiance? Ah bah là c'est l'ambiance, petit bonhomme en mousse. Que savez-vous concernant la rigidité instantanée? C'est bien, hein? Ah, on a de la bonne humeur sur la chaîne de Jenny, c'est super sympa. Avez-vous déjà vécu des expériences de mort imminente? Quel est votre point de vue sur la question? Est-ce qu'après une expérience de mort imminente, on revient enténébré parce que l'âme a été perdue en cours de route, sur le chemin du retour? Ou est-ce qu'on revient plus léger parce que on a traversé le tunnel illuminé et donc forcément on a laissé un paquet de merde en se disant j'ai la chance de revenir et là je vais profiter? Après la mort, est-ce que le cerveau peut survivre?
Est-ce qu'il peut être autonome? Et évidemment, l'âme dans tout ça, elle devient quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Comment? Qu'est-ce que c'est? La mort et ses fanatiques, hein, parce que croyez-moi, j'en ai appris dans ce bouquin. Sa faille et ses sous-sols où tout s'achète et tout se vend, bien au-delà peut-être de, en tout cas moi, ce que je pouvais imaginer, qu'il y ait fouille, gratte, décortique la mort et tout ce dédale devenu obscur quand c'est mis dans les mains de personnes dénuées de toute éthique. Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur et notamment celui qui est d'accompagner les personnes en fin de vie dans la dignité, l'acharnement, les choix, la bataille, les histoires de famille, les lois. Il y a beaucoup d'émotions parce que ferions-nous, nous, exactement, dans une situation comme ça? Dans la faille de Tillier, il y a toutes les facettes de l'être humain. Que ce soit l'amour, la raison, la perversion, la folie de l'homme, tout ça, ça se trouve au cœur de ce récit. Un travail de recherche, c'est hyper sourcé, hyper documenté, ce qui fait que malheureusement, ce qui est inacceptable et ce qui est surtout inconcevable dans ta tête de lecteur devient hélas concevable. Et c'est fou, c'est de la folie pure et dure. On est dans les sous-sols et on creuse encore, quoi. Alors, est-ce que, en conclusion, je recommande la lecture de La faille de Franck Tillier? Bien sûr que oui. Mais si vous avez une sensibilité, si la mort est un sujet qui n'est pas très simple pour vous, je suis pas sûre. Pour le livre suivant, rien que le regarder, ça me file le sourire. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus. Nous faisons la connaissance très vite de Linus Baker. Alors Linus Baker travaille au sein du ministère de la Jeunesse magique. Et c'est vrai que Linus a une vie minutieusement conventionnelle. En plus, semblerait-il que le bonheur ait omis un petit peu l'existence de ce dernier, puisque un boulot un peu détestable quand il n'est pas sur le terrain avec les enfants, une voisine plus intrusive, je ne sais pas si c'est possible. Même les transports en commun et la météo sont un cauchemar pour lui. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Mais un événement tout à fait inattendu va peut-être tout changer. Linus est convoqué dans les bureaux des cadres extrêmement supérieurs au sein du ministère de la Jeunesse magique pour une mission, alors je te passe les détails, il a le stress, tout ça, pour une mission exceptionnelle. Il va être confronté à une visite, une surveillance, à vérifier, surveiller une maison où vivent des enfants qui sont, d'après les cadres extrêmement supérieurs, problématique. C'est un orphelinat qui n'a absolument rien de traditionnel et d'ailleurs les cadres extrêmement supérieurs mettent en garde Linus en lui disant vous n'avez jamais côtoyé ce genre d'enfant durant votre carrière, alors que Linus a, je crois, pas loin de 20 ans de carrière au sein du MJM. Linus accepte cette mission très confidentielle, très exceptionnelle. Il prend sa petite valise, son petit train et le voilà en route pour la maison au milieu de la mer céruléenne, qui est donc l'orphelinat de ces enfants que moi je qualifierais de fantastique. Je n'en dirai pas plus. Ce roman est une confiserie sans pour autant être édulcoré à outrance. Il s'agit là d'acceptation de l'autre. Il s'agit aussi de comprendre que les différences ne sont pas tout le temps des barrières. Elles peuvent même être complémentaires. J'ai ressenti, et pourtant, moi, tu sais, hein, le champ lexical de l'enfant, mais j'ai ressenti une grande tendresse pour ces enfants-là, peut-être justement parce qu'effectivement, ils se démarquent, mais j'ai ressenti une grande tendresse. Ce sont des personnages qui m'ont ému, qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire. Et voilà, une petite note particulière pour Talia et ses tentatives d'agression à coups de pelle. J'avoue, ce sont des passages qui m'ont fait rire. L'approche des différents sujets par l'auteur, elle est subtile en fait. Il n'y a aucune agressivité dans l'approche des choses et le message passe. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aboyer pour faire passer un message. Même dans la douceur, dans la subtilité, dans la délicatesse, ça passe et ça passe bien. C'est-à-dire que toi aussi, tu as envie d'en être. Tu as envie de foutre le sac à dos, le train,
et direction la maison au milieu de la mer céruléenne. Tu veux aller rejoindre Linus Baker, tu veux surtout aller lutter avec Arthur Parnassus qui est le directeur de l'orphelinat. Tu veux aller lutter pour dire non, je ne céderai pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Ah, tu veux en être, hein, toi aussi, tout plaqué pour aller rejoindre la baraquée. C'est pas un coup de cœur pour moi. On n'est pas passé loin, mais c'est pas un coup de cœur. Je lui préfère quand même Sous la porte qui chuchote, mais je pense que c'est vraiment pour des raisons de sujet. C'est-à-dire que Sous la porte qui chuchote, on traite directement le deuil, on approche, on parle du deuil, et je pense que c'est un sujet qui me parle beaucoup plus que les enfants. Même si là, on est vraiment, on t'enveloppe dans une bulle de douceur. C'est une parenthèse, ça fait du bien de lire ça. C'est une jolie promenade malgré la bêtise humaine, parce que c'est ce dont aussi il est question dans ce roman, c'est la bêtise humaine face à ce qu'elle ne comprend pas. Et on comprend bien, nous, en l'occurrence, que la peur peut rendre odieux. Et c'est vraiment aussi de ça dont il est question, sans jamais dénoncer, sans jamais pointer du doigt, mais on pose des faits. Ce que je conclus par rapport à ce roman, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, c'est que finalement, ces enfants, sur le papier dit particulier, sont plus intelligents que les humains, que certains humains dans ce roman qui pourtant, eux, tiennent les rênes de l'avenir de ces enfants. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, mais pour moi ça l'est. Donc c'est essentiel. Est-ce que je recommande ce roman à 100%? Sans aucune hésitation, c'est vraiment ça fait du bien par où ça passe. Pour le livre suivant qui est un service presse, nous partons avec Jean-Marcel R. Les autres ne sont pas des gens comme nous, aux éditions Buchet-Chastel. Ce roman était absolument exquis à lire. Nous faisons la connaissance de Julie et surtout de sa perception du monde qui l'entoure, des autres, des gens, de ses semblables, pas semblables puisque Julie est tétraplégique de naissance. C'est pas un roman, c'est une suite, c'est un recueil de nouvelles, et entre ces nouvelles, on va avoir Julie qui intervient, qui va décrire, qui va mettre son handicap, qui va décrire son handicap, mais alors d'une façon, j'ai adoré. Et pourtant, je partais pas gagnante parce que quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, oula, c'est pas le style que j'affectionne particulièrement, mais disons que j'ai été happée par l'acidité bien placée du personnage de Julie. Et ce qui est hyper intéressant dans ce recueil de nouvelles, c'est que Julie va autant décrire son handicap avec ses mots qu'elle applique à elle-même, elle va aussi mettre en avant l'autre dans la perception du handicap, la perception des autres sur elle, mais aussi on va avoir l'intégration de personnages par le biais de nouvelles qui n'ont rien à voir avec la situation de handicap. Le personnage de Julie, finalement, met en lumière le commun du commun des mortels, ses failles, ce qui va pas, l'humain en fin de compte. Parfois, c'est même limite bouleversant dans les mots, mais il y a toujours cette dose d'humour qui te permet de ne pas tomber dans quelque chose de, d'un peu pathos finalement. Et malgré le ton humoristique presque omniprésent, il est quand même question du rapport à l'autre et du rapport à soi, mine de rien. Je découvre la plume de Jean-Marcel R avec ce recueil de nouvelles et j'ai adhéré. J'ai adhéré ce côté un peu piquant, voilà, qui chatouille un peu le politiquement correct. J'ai adoré. En conclusion, même question, même combat. Est-ce que je recommande ce recueil de nouvelles de Jean-Marcel R? Les autres ne sont pas des gens comme nous? Bien entendu que oui. Bien entendu que oui. Pour la lecture suivante, on fait péter la canine. On part à Vamps Fresh Blood de l'autrice Nicole Arend aux éditions Robert Laffont. J'ai littéralement kiffé ce bouquin. Sans mauvais jeu de mots, je l'ai croqué à pleines dents. Nous rencontrons Dylan, fraîchement majeur, qui intègre bien malgré lui une école quelque peu particulière. Une école qui s'appelle Vamps, qui est en fin de compte une académie dédiée aux vampires d'élite. C'est une académie qui soutient l'excellence, qui soutient la connaissance, bref, une école qui est réservée aux vampires, mais les meilleurs des meilleurs plus, tu vois, version le vampire, version premium. Madame Dupledge, qui est la directrice de cette académie vampirique, accueille la nouvelle cuvée. Alors, nouvelle cuvée de vampires qui est aux antipodes, on va dire, morales et sociales de Dylan. Et pour cause,
parce que c'est sans précédent par rapport à Vamps. Dylan est en fait le fruit d'un amour entre une maman vampire et un papa humain, ce qui fait de lui un dampire qui est sans précédent. Il n'y a jamais eu de dampire scolarisé au sein de Vamps. Alors forcément, un dampire, moitié de vampire, ça a le don de titiller la curiosité des autres élèves, puisque bon, même lui, Dylan le premier, il se demande bien, il dit qu'est-ce que je fous là? Lui, il a qu'une envie, c'est d'aller retrouver son père dans les contrées qui lui sont familières, mais il ne voit pas, en fait, il trouve qu'il n'a pas sa place au sein de cette école, parce que bon, bah, quand il voit autour de lui, lui, il a le sentiment, vraiment, c'est comme ça qu'on le ressent, il a le sentiment de faire tâche dans cette école, d'autant qu'il va lui falloir intégrer des comportements de vampire. Quand toi, tu n'as jamais entendu parler de ça, je veux dire une semaine avant d'intégrer cette école, il ne connaissait même pas, il ne savait même pas sa condition de dampire, et là on va lui demander quand même d'aller dormir dans un cercueil. Bon, c'est un peu chaud quand même. Qui dit nouvelle école dit cérémonie d'intégration. Tu te doutes bien qu'une cérémonie d'intégration au sein d'une école vampirique, c'est un drôle de bizutage dans la mesure où les élèves, les nouveaux élèves de cette nouvelle cuvée vont devoir tout simplement et dans le plus grand des calmes goûter le sang de la directrice de Vamp, de Madame Dupledge. Et c'est là que pour Dylan, les choses vont commencer à basculer, puisqu'il ne va pas avoir le choix. Hein. C'est-à-dire que tu dois passer par cette cérémonie, tu dois t'intégrer comme ça, et donc il va goûter le sang de la directrice comme les autres élèves, et là, ça part en cacahuète. Alors écoutez, monsieur, dame, hein, on parle d'une lecture jeune adulte, d'une plume plutôt très adolescente, mais on parle aussi d'un truc qui m'a embarqué entre deux temps, trois mouvements. C'est-à-dire que, certes, c'est du jeune adulte, c'est une écriture très fluide, très facile, très adolescente, mais par contre, il y a une histoire autour de tout ça. Il y a une histoire autour de Vamps, de l'académie, de voilà, l'histoire des jeux, des cérémonies, et sans t'en rendre compte, toi aussi, tu as intégré Vamps, comme ça, sans demander ton reste. Si tu veux, ce côté vampire en formation, tu sais, le vampire un peu bancal qui est en cours d'apprentissage, c'est très intéressant parce que j'ai lu pas mal de choses sur les vampires et souvent le vampire, il est à donf. Hein, ça y est, il a tous ses pouvoirs, il sait tout, il sait les astuces pour pas se faire dévampiriser. Là, l'aspect vraiment vampire en train de se former, c'est hyper intéressant parce que tu vois les failles et il y a notamment la maîtrise, tout ça. Donc j'ai été attrapée, hein, que veux-tu tu veux que je te dise? Et puis, étonnamment pour des vampires, hein, parce qu'on sait vampire, le sang, nous sommes sur des vampires qui ont le sang chaud. Hein, parce que c'est très... ça gigote, hein, ça travaille... Je sais pas si un vampire adolescent sorti d'adolescence, puisqu'ils sont tous majeurs, ont des hormones. Je n'ai pas étudié ça. Est-ce qu'un vampire hormonalement peut être titillé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ceux-là, chez Vamps, la directrice, elle est même obligée de mettre un peu des barrières parce qu'ils pètent tout. Ah, forcément, hein, les élans comme ça... pète le matos, quoi, c'est chiant. Alors c'est pas un coup de cœur parce que il m'en aurait fallu un petit peu plus, mais une fois encore, on n'est pas passé loin. D'ailleurs, j'attends avec impatience le tome 2 puisque c'était le premier jet d'une saga. En conclusion, est-ce que je vous recommande Vamps Fresh Blood de Nicole Arend? Bah oui, si vous aimez la canine, le sang un peu chaud et d'ordre global, le vampire est là, le côté plus intéressant du vampire un peu bancal, ah bah vous allez vous régaler. On va rester chez les vampires. Victor Dixon, saga Vampiria, Vampiria America, le tombeau des immortels, paru aux éditions Robert Laffont. Alors là, je suis très mitigée. Nous atterrissons à New York, où chaque année a lieu en fait la sélection de 13 jeunes mortels qui vont être transmutés en immortels. Et donc à cette occasion est organisé un bal absolument fabuleux, majestueux, en l'honneur de ces futurs nouveau-nés avec des seigneurs de la nuit, des vampires de la haute. Et c'est lors de cette gigantesque réception que les 6 jeunes Desperados ont décidé de taper un grand coup et prendre en otage
ces immortels fraîchement nés. Dans ces 6 jeunes Desperados, donc est-ce que je vais pouvoir tous te les énumérer? Archer, Annabelle, Sibylle, Waya, Désiré et Raphaël. Eux ont décidé qu'il était grand temps de récupérer ce qui leur a été volé. Ils ont en gros, ils veulent en découdre avec le pouvoir vampirique. Quand c'est stop, c'est stop. Et donc pour ce faire, on va taper un grand coup et on va dire piquer là où ça fait mal. Alors que les très jeunes mortels ont été transmutés et sont donc maintenant appelés les débutants, les festivités vont donc commencer au Necropolis Palace et c'est à ce moment-là qu'interviennent les Desperados. Le plan est en place, les Desperados détiennent les débutants et comptent bien en faire leur monnaie d'échange pour récupérer ce qui leur est dû. J'admets que j'avais énormément d'attentes par rapport à ce nouvel opus de la saga Vampiria. Je savais, j'avais connaissance que ce serait complètement bien différent de ce que j'ai pu lire de la saga Vampiria qui est ici, ce serait différent. Néanmoins, j'avais quand même des attentes. Et je dois volontiers admettre que je suis très réservée. Je peux pas dire que je suis déçue, ce serait mensonge, mais je suis très réservée, ne serait-ce déjà par rapport à certains personnages. Je vais prendre pour exemple le personnage d'Annabelle, qui fait partie des Desperados. Et pour moi, les six personnages faisant partie des Desperados devaient être là, en fait, devaient être en place. Et par exemple, Annabelle, c'est un personnage qui est quasiment transparent, elle n'existe pas, ou si elle existe, c'est par le biais d'autres personnages. Archer, c'est un personnage, et est-ce qu'il était nécessaire de le faire aussi imbuvable que ça? Parce que le personnage est tellement imbuvable, donc certes, lui, par contre, il prend de la place, mais on le déteste. Et est-ce que c'est bien opportun aussi d'avoir rendu ce personnage aussi détestable? Tu peux plus le saquer à la fin du livre. Waya, Désiré et Raphaël que nous connaissons. Alors l'évolution, elle est intéressante, mais une fois de plus, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. J'aurais voulu quand même, j'avais d'autres attentes par rapport aux suites concernant le personnage de Raphaël. Et là, jusqu'à la fin, je suis restée sur ma faim. Étonnamment pour moi, le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant se trouve être un corbeau. Puisque c'est un personnage, c'est le rôle de Sibylle, qui introduit donc la sorcellerie, qui met en avant la petite bourgade et pas des moindres qui est celle de Salem, qui met donc en lumière les sorcières, la traque de ces dernières. Une fois de plus, j'espère, vraiment j'espère que là on est dans l'introductif et que les tomes suivants vont vraiment faire péter ça. Et à un moment, j'étais contente parce que si tu veux, on est sur une saga. Alors je sais que Victor Dixon avait prévu qu'on serait sur autre chose, mais j'étais contente. Je retrouvais un petit peu certains personnages de la cour de l'immuable. Je retrouvais Raphaël de Montesueño, j'ai vite déchanté. Je retrouvais Hyacinthe de Rocaille, ce salopard. Bref, j'étais contente de Lord Sterling aussi. Mais ce sont des retrouvailles avec le lecteur que j'ai trouvé très nébuleuse, très bizarre. Résolument, je crois que j'aurais dû me formater à cet aspect autre chose. Je m'attendais vraiment, malgré le fait que Victor Dixon avait dit ce sera pas la même chose, mais malgré tout, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de vraies références aux 3 premiers opus de la saga Vampiria. Et là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi divergent. Néanmoins, bien évidemment que je compte bien lire la suite parce que d'une part, j'ai commencé la saga Vampiria, donc j'ai envie aussi de connaître l'évolution des anciens personnages, l'évolution et faire la connaissance d'autres personnages. Je ne suis pas hermétique à ça. Donc j'ai envie de savoir la suite et j'ai surtout très envie de savoir si l'aspect, le pan sorcellerie va être développé dans la suite. Parce que ça, c'est quelque chose par contre qui m'a bien attrapé. Est-ce que je te conseille ce livre? Bah déjà, si tu n'as pas lu les 3 opus précédents, bon, c'est un petit peu compliqué de te dire vas-y. En revanche, je vous conseille là les opus précédents parce que on est là, on est content. Là, je ne peux pas te dire je te recommande ou pas. Je vais juste te dire affaire à suivre. Avant-dernier bouquin de cette chronique lecture, et cet avant-dernier bouquin, c'est N'avoue jamais, d'une autrice que je découvre, Lisa Gardner, aux éditions France Loisirs. Là aussi, c'est pas le coup de cœur, mais
on l'a frôlé. Comment introduire ce livre autre qu'aussi radicalement que le livre lui-même? Nous faisons la connaissance très rapide, hein, ma foi, c'est une connaissance flash éclair de Conrad Carter qui est abattu par 3 balles dans son bureau. Alors le problème étant, c'est que sa femme enceinte de 4 ou 5 mois est retrouvée, est arrêtée, l'arme encore fumante à la main. Sa femme Evie, 16 ans auparavant, a été arrêtée puis innocentée pour des faits à peu près similaires. Son père est retrouvé mort dans la cuisine de la maison familiale et il s'avère que Evie a l'arme en main, le fusil en main et du sang partout. Intervient l'inspectrice Didi Warren qui était là sur les lieux, sur l'enquête 16 ans plus tôt lors de la mort du père d'Evie et qui se dit l'histoire se répète. Les événements prennent une tournure encore plus tordue dans la mesure où l'inspectrice Didi Warren a une indique qui s'appelle Flora et qui a vécu un enfer puisqu'elle a été retenue prisonnière pendant 472 jours par Jacob Ness, lui-même meurt lors de l'assaut par le FBI, mais qui a vécu un enfer sans nom durant ces 472 jours de détention. Et cette indicatrice dit donc à l'inspectrice qu'elle a eu rendez-vous avec l'homme fraîchement abattu, donc Conrad Carter, faut suivre, hein, alors qu'elle était détenue par Jacob Ness et que Jacob a emmené Flora alors qu'elle était dans un état second et qu'ils ont eu une discussion joviale avec ce fameux Conrad Carter. Alors quel est le lien entre l'homme hypothétiquement abattu par sa femme enceinte et le tortionnaire de Flora, Jacob Ness? Quel est le lien entre eux? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce qui s'imbrique? Quels sont les éléments qui font que tout ça a un lien? Pour ma part, je découvre Lisa Gardner avec ce roman, mais bien que ça puisse se lire indépendamment, apparemment il y a d'autres livres avant ça. Alors moi ça n'a en aucun cas gêné ma lecture, mais je préfère le signaler quand même en amont. C'était exquis, adroit et superbement ficelé. De fausses pistes en rebondissement, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a une enquête qui mène à d'autres enquêtes plus anciennes et donc ça donne vraiment une épaisseur assez agréable à la lecture du genre. Pour une lecture du genre, on a une plume qui est rugueuse, qui est rêche, presque masculine, et qui plus est, ce que je te disais, sur une plume presque masculine, c'est un régal. Mais c'est là où, pour moi, c'est le tour de force. C'est que Evie, Didi Warren, Flora, le ton est donné. 3 femmes, 3 profils féminins, et donc 3 voix de femmes, toutes courageuses à leur façon, toutes éprouvées par la vie à leur façon, un dédale de non-dits, de secrets de famille, alors des choses, on part sur le côté obscur à grands coups de dark web, ou là encore, moi c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, hein, ce truc-là, le dark web, là, je referme ce roman sur un coup de cœur. En conclusion, est-ce que je vous recommande N'avoue jamais de Lisa Gardner? Bah oui, c'est un coup de cœur, donc oui. Pour le dernier livre, nous partons avec une histoire de vie. Karen Ponte, Prendre la vie comme elle vient, paru chez Fleuve Édition. Alors ce roman, c'est certes l'histoire d'Alice et Emeric, mais ça pourrait être tout aussi bien mon histoire, votre histoire, l'histoire de vos voisins, qui sais-je encore. C'est en fait l'histoire d'un couple qui s'aime vraiment, qui s'aime d'un amour sincère, mais le temps a fait que. Le temps a eu un impact sur les choses, le temps fait qu'on s'aperçoit sans vraiment se regarder, le temps fait qu'on se répond à demi-mot. Le temps amène aussi parfois ses blessures, et notamment pour Emeric et Alice, il s'agit d'un désir d'enfant qui n'a pas pu être, est-ce que assouvi, c'est le terme, je ne sais pas, mais l'envie d'avoir un enfant sans succès jusqu'à abandon de l'idée d'avoir un enfant parce que quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Des choses qu'on remet à plus tard parce qu'on se dit on a le temps, jusqu'au matin où un appel, l'accident et tout bascule. La vie d'Emeric est suspendue à des machines. Et donc Alice, pendant ce temps-là, elle envisage plein de possibilités, mais est-ce qu'on peut prévoir justement l'imprévisible? Et si? Et c'est là tout le sujet du livre. Et si Emeric se réveille? Et si Emeric meurt? Et si tout se passe dans une toute autre configuration? Et si? J'ai pas beaucoup plus à dire sur ce livre parce que ce serait trop t'en dire, mais c'est un point de base et plusieurs alternatives.
Et finalement, la conclusion et ce qui est aussi amené d'une très belle façon de la part de l'autrice, c'est que peu importe les alternatives, la vie trouve toujours un chemin. Et j'ai trouvé ça hyper beau parce que quelque part, au-delà de la beauté du propos, c'est un peu vrai. On n'est pas dans ce qu'on peut appeler le feel good, c'est pas ça. C'est de l'histoire de vie. Pareil, des personnes auxquelles on peut s'identifier, ce sont des histoires de vie et pas du feel good. Et c'est ce que j'aime, parce que moi, trop de feel good, tu le feel good. Il faut juste ce qu'il faut. Là, c'est vraiment, on traverse des morceaux de vie avec des personnes qui pourraient être, comme je te le disais au début de ce retour, nos voisins, nos cousins, nos amis. Est-ce que je te recommande Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte? Ah ben oui, à 100%, évidemment. Et ben la YouTube Words, ça, c'est fait. C'est un bon morceau, hein. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, on se quitte dans le petit courant d'air. Des bisous et puis peut-être à dimanche. Écoute, pour l'instant, moi je tourne là, nous sommes jeudi, c'est ça? Jeudi. Il n'y a pas grand chose en termes de vlog, mais d'ici là, hein, peut-être qu'on verra. Des bisous.